Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument, un véritable mythe de la littérature, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Faut bien se rendre compte quand ça sort en 1844, ce livre, c'est plus qu'un succès. C'est une épopée de cap et d'épée qui va carrément définir tout un genre. Rien que ça. Et bien sûr, comment parler des mousquetaires sans leur devise? Celle-là, tout le monde la connaît. Elle est devenue complètement universelle. Elle symbolise tout. L'amitié à toute épreuve, la loyauté sans faille, le courage quoi qu'il arrive. C'est vraiment le cri de ralliement, le cœur de l'histoire. Oui, mais alors il y a la fameuse question, celle que tout le monde se pose. Pourquoi on parle des trois mousquetaires, alors qu'en fait ils sont quatre, hein? C'est le petit paradoxe qui nous met tout de suite sur la bonne voie, sur la piste de celui qui est en réalité le vrai héros de l'histoire. Alors, on rembobine. On est en avril 1625. Imaginez un jeune gars de 18 ans, le sang chaud, pas un sou en poche, qui débarque de sa Gascogne natale pour monter à Paris. Ce jeune homme, c'est D'Artagnan bien sûr, et il n'a qu'un seul rêve en tête, intégrer le corps d'élite des mousquetaires du roi. Sauf que, à peine il met un pied à Paris, son caractère de feu lui joue des tours. C'est simple, en l'espace d'une matinée, il réussit l'exploit de bousculer et de provoquer en duel, sans vraiment le faire exprès, les trois mousquetaires les plus célèbres de la capitale. Résultat des courses, il se retrouve avec 3 duels programmés le même après-midi. On peut dire que c'est une arrivée remarquée. Pour bien comprendre à la suite, il faut un petit point contexte. À l'époque, en France, il y a 2 grands pouvoirs qui s'affrontent en coulisses, le roi Louis XIII et son hyper-puissant Premier ministre, le cardinal de Richelieu. Et cette rivalité, elle se voit tous les jours dans les rues de Paris, avec les clashs permanents entre leurs gardes personnels. D'un côté, les mousquetaires du roi, de l'autre, les gardes du cardinal. 2 équipes, 2 loyautés. Et on en arrive au premier duel. D'Artagnan s'apprête à croiser le fer avec Athos. Et là, qui débarque? Les gardes du cardinal pour les arrêter. Les duels, c'est illégal. Et là, D'Artagnan doit faire un choix. Et il n'hésite pas une seule seconde. Il se range du côté des mousquetaires et se bat comme un lion avec ceux qui étaient ses adversaires quelques instants plus tôt. C'est comme ça que tout commence. Une amitié née sur le champ de bataille. Bon, leur amitié est à peine née qu'ils n'ont même pas le temps de souffler. Les voilà déjà embarqués dans une affaire d'État, une intrigue de cour qui pourrait carrément menacer la monarchie. Et leur mission, s'ils l'acceptent, rien de moins que sauver l'honneur de la reine Anne d'Autriche. Alors l'intrigue est diabolique. En gros, la reine Anne est amoureuse en secret du duc de Buckingham. En gage d'amour, elle lui a offert 12 ferrets en diamant. Le truc, c'est que ces ferrets, c'est un cadeau du roi. Oups! Évidemment, le cardinal Richelieu, qui déteste la reine, découvre le pot aux roses. Et là, son plan est génial et terrible. Il souffle au roi l'idée d'organiser un grand bal et de demander à la reine de porter, justement, ces fameux ferrets. Le piège parfait se referme. La reine est aux abois, évidemment. C'est sa confidente, Constance Bonacieux, qui va tout déclencher. Et ça tombe bien parce que D'Artagnan est fou amoureux de Constance. C'est donc à lui qu'elle confie cette mission impossible, filer à Londres, récupérer les ferrets auprès du duc et revenir à temps pour le bal. L'honneur de la reine est entre ses mains. Et c'est parti pour une course-poursuite effrénée à travers la France. Sauf que le cardinal a des espions partout. Sur la route, les pièges se multiplient. Porthos, puis Aramis, puis Athos sont obligés de s'arrêter, neutralisés un par un. Au final, D'Artagnan se retrouve tout seul pour traverser la Manche et finir le job. La pression est maximale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Arrivé à Londres, D'Artagnan découvre que le cardinal avait un coup d'avance. Son agent secret, une femme aussi belle que dangereuse, Milady de Winter, a déjà fait son sale boulot. Elle a volé 2 des 12 ferrets. La parure est incomplète, la mission semble fichue. Bon, D'Artagnan, plein de ressources, réussit à faire fabriquer 2 ferrets identiques en un temps record et sauve la reine in extremis. Ouf! Mais en faisant ça, il a publiquement humilié Milady. Et là, l'histoire change de dimension. On passe d'une intrigue politique à une vendetta personnelle, une lutte à mort entre notre jeune héros et cette femme. Alors D'Artagnan, pour comprendre qui elle est et pour se venger à son tour, décide de la séduire. Et c'est là, au cours d'une nuit pour le moins intense, qu'il va découvrir son plus terrible secret. Un secret marqué à même la peau, sur son épaule, une fleur de lys gravée au fer rouge. Et cette marque, la fleur de lys, ça change tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas juste une espionne. C'est une criminelle, une femme condamnée par la justice, avec un passé extrêmement lourd qu'elle essaie de cacher. En découvrant ça, D'Artagnan a signé son arrêt de mort. Milady, folle de rage, n'aura plus qu'une idée en tête, le tuer. Le conflit s'intensifie. Pendant le siège de La Rochelle, les mousquetaires surprennent une conversation secrète entre Richelieu et Milady. Le cardinal lui donne une nouvelle mission, assassiner le duc de Buckingham. Et pour ça, il lui donne un papier, un blanc-seing. En gros, c'est un permis de tuer. Une carte blanche qui dit que tout ce que fera le porteur de ce mot est fait au nom de l'État. Impunité totale. Et c'est à ce moment-là qu'on a une révélation de dingue.
Athos, le mousquetaire le plus silencieux, le plus noble, reconnaît Milady. En fait, c'est son ex-femme, celle qu'il a épousée des années plus tôt et qu'il a lui-même tenté de faire exécuter après avoir découvert sa marque. Le choc est total, il l'affronte et réussit à lui prendre le fameux blanc-seing. À partir de là, on sent que la fin est proche. La confrontation finale ne peut plus être évitée. Milady est devenue une force du mal incontrôlable, elle sème la mort partout où elle passe. Mais ses crimes sont trop nombreux. Le piège va se refermer sur elle. Et elle est redoutable jusqu'au bout. Même enfermée, elle arrive à retourner le cerveau de son geôlier et le pousse à assassiner Buckingham. Mission accomplie. De retour en France, elle se réfugie dans le couvent où se cache Constance, l'amoureuse de D'Artagnan. Et là, par pure vengeance, elle l'empoisonne. Constance meurt dans les bras de D'Artagnan. C'est l'acte de trop. La ligne rouge a été franchie. Fous de douleur, les 4 amis n'ont plus qu'un objectif, la retrouver. Ils la traquent, la capturent et, dans une scène finale absolument glaçante, ils organisent leur propre procès. Ils sont là, avec d'autres de ses victimes, et ils listent tous ses crimes. La sentence tombe, c'est la mort. Elle est exécutée et la justice, leur justice, est rendue. La mort de Milady met un point final à cette terrible histoire. La vengeance est accomplie. Mais après une aventure aussi intense, qu'est-ce qu'il reste? Que deviennent nos héros? C'est l'heure du bilan. Forcément, D'Artagnan est arrêté et amené devant Richelieu. Il doit répondre de l'exécution de Milady. Sa seule défense, c'est le fameux papier, le blanc-seing. Il le tend au cardinal, et là, Richelieu, qui n'est pas un idiot, comprend tout. Il sait de quoi Milady était capable, et il est impressionné par le courage de D'Artagnan. Au lieu de le punir, il déchire le mot et lui donne une promotion, lieutenant des mousquetaires. Et voilà, la grande aventure commune est terminée. Chacun reprend sa route. D'Artagnan, comme on l'a vu, commence sa carrière chez les mousquetaires. Athos, lui, retourne à sa vie de noble à la campagne. Porthos, il atteint son but, il se marie avec une veuve très riche et devient baron. Et Aramis, eh bien, il suit sa vocation première et devient prêtre. Et cette histoire, ça fait plus de 180 ans qu'elle nous fascine. Le nombre d'adaptations au cinéma, à la télé, c'est juste hallucinant. C'est la preuve que cette épopée est totalement universelle. C'est devenu la référence, le maître étalon du roman d'aventure. Alors, on peut se poser la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette histoire d'amitié, d'honneur, de bravoure nous parle encore autant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que ça résonne toujours aussi fort ? Peut-être que c'est tout simple en fait. Peut-être que ce rêve d'une amitié plus forte que tout, capable de faire face aux injustices et aux dangers, eh bien peut-être que ce rêve-là est tout simplement intemporel.